Lutter contre la pollution plastique, c'est leur mantra. Place à notre grand angle. Vont-ils trouver un terrain d'entente? Vont-ils parvenir à une première version, une ébauche d'un traité mondial contraignant pour mettre fin à la pollution plastique? Vous le savez, des négociations se jouent en ce moment à Paris. Elles se terminent aujourd'hui, elles sont encore en cours. Alors c'est juste une étape. 175 pays qui participent se retrouveront ensuite au Kenya. Alors est-ce que c'est la bonne façon de faire? On va en parler avec nos invités, les invités du Grand Angle, qui sont deux défenseurs de la planète, deux dépollueurs dans les mers et dans les airs. Élise Despnous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication internationale de The Sea Cleaners, une ONG dont le projet est de dépolluer massivement les océans. Et vous êtes aussi observatrice dans le cadre de ces négociations qui se tiennent à Paris. Et nous sommes en direct avec Luc Boinard. Bonjour. Bonjour. Alors Luc, vous vous êtes lancé dans un autre défi, vous voulez dépolluer les montagnes, vous venez de mener une opération dans l'Himalaya, 4 tonnes de déchets, donc 1,6 tonnes de déchets plastiques. Alors merci à tous les deux encore une fois d'être là. On rappelle ce traité international contraignant, on est en train d'en parler en ce moment à Paris, c'est une étape importante, d'autres vont venir. Le ministre français de la Transition écologique et sa secrétaire d'État, Bérangère Couillard, sont à la manœuvre, on écoute. Ce que nous avons dit au président péruvien de la négociation avec Bérangère Couillard ce matin, c'est la nécessité absolue de convenir que, même quand Paris sera terminé, il faut que les discussions et que la négociation internationale continuent entre maintenant et le rendez-vous au Kenya de façon non-stop pour que justement on maintienne cette pression dans la négociation qui nous permette de tenir cet objectif de 2024. Alors maintenir la pression, Élise Despnous, vous assistez à ces négociations, donc on sent bien que c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. En fait, il y a deux groupes qui s'affrontent. Il y a le groupe de la haute ambition, la High Ambition Coalition, qui a été créé par la Norvège et le Rwanda, et qui regroupe... Très en pointe, hein, le Rwanda, depuis 2008, je crois qu'ils ont interdit le plastique. Absolument. Et dont fait partie l'Union européenne, notamment le Japon, et qui sont pour qu'on s'attaque à la totalité du cycle de vie du plastique, donc de l'extraction des matières premières pour fabriquer le plastique jusqu'à l'élimination des déchets plastiques. Et puis, en face, on a un autre groupe qu'entre ONG, on appelle la No Ambition Coalition, qui dirige... Pas d'ambition du tout. Voilà, en tout cas, moins que la HAC, et qui est plutôt avec des pays producteurs de pétrole et de plastique à sa tête, l'Arabie Saoudite, la Chine, la Russie, l'Iran notamment. Voilà. Oui, chacun a son agenda et sa production. Enfin, on va y revenir plus en détail. On va juste regarder ces chiffres. Hein. Plus de 350 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés chaque année à l'échelle de la planète. Et en plus, ça va tripler d'ici 2060 si on ne fait rien. C'est une source donc du programme des Nations Unies pour l'environnement. Luc Boinard, vous qui êtes à la manœuvre, puisque vous revenez, donc je le disais, de l'Himalaya, vous y croyez à ces négociations? Vous y croyez à cette solution politique? Je pense sincèrement qu'il faut les deux. Il faut la force politique pour imposer à la communauté internationale, aux entreprises et peut-être même aux personnes des lois contraignantes pour limiter la production du plastique et en tout cas encadrer ou valoriser les filières de retraitement du plastique. Et puis après, le deuxième sujet avec lequel on ne peut pas s'exonérer, c'est la participation de chaque être humain à cette campagne de gestion des plastiques. Et là, on est 7 milliards sur la planète. Et si chacun joue sa partition à son propre niveau, je pense qu'on arrivera avec les deux forces, les forces politiques, les obligations légales internationales et puis la quote-part de chaque individu, la participation personnelle de tout le monde, on arrivera à juguler ce fléau. Oui, Luc Boinard, parce qu'en fait, finalement, tout le monde utilise le plastique. Hein. À un moment, le plastique était vraiment vu comme un produit extrêmement déjà peu cher, en plus facile, pratique. C'est ça le souci, Élise Despnous. Il faut que tout le monde arrête avec le plastique. En fait, il y a un problème, c'est que l'offre précède la demande. Donc, on produit des quantités phénoménales de plastique depuis les années 50. On a produit 8 milliards de tonnes de plastique depuis les années 50. C'est comme si la Terre était recouverte d'un demi-centimètre de plastique. Voilà. C'est ça, en fait. Et donc, les gens n'ont pas besoin de tout ce plastique. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est réduire la production. Il faut vraiment réduire la production, que des pays qui sont producteurs de plastique acceptent. Parce que et la Chine, justement, premier producteur de plastique, elle est d'accord ou pas? Elle n'est pas vraiment d'accord. Pas vraiment d'accord. En fait, les pays producteurs de plastique et d'hydrocarbures aussi sont sur la même ligne. Ils ne sont pas d'accord, puisqu'il faut
trouver des substituts à la baisse de production des hydrocarbures. Donc, on peut fabriquer du plastique. Le plastique, c'est rien d'autre que du pétrole, en fait. Donc, il faut bien trouver des débouchés, puisqu'on va devoir de moins en moins utiliser du pétrole pour tout le reste, pour être aligné avec l'accord de Paris. Et justement, il y a une coalition d'ONG qui demande un moratoire sur les nouvelles installations pétrochimiques, qui sont voulues par l'Arabie Saoudite, par Total aussi, Total Énergie. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut faire ça? Oui, il faut faire ça. Et puis surtout, en fait, il faut qu'on transforme, parce qu'il y a des tas de pays qui investissent dans des usines pour fabriquer du plastique. Donc en fait, il ne faut plus fabriquer du plastique cheap maintenant. Parce qu'il y a des pays qui ont investi dans des usines pour fabriquer du plastique, là, qui vont durer pendant 30 ans. Donc il ne faut pas fabriquer du plastique cheap, il faut fabriquer du plastique de meilleure qualité. Mais dans le plastique, il y a aussi des composés chimiques qui sont extrêmement dangereux. Donc il y en a des milliers dont on ne connaît pas les données toxicologiques. Le plastique est partout. On n'a pas assez de recul encore. On n'a pas lancé suffisamment d'études sur le sujet. Le plastique est partout. Il faut savoir qu'on mange l'équivalent, on ingère l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Donc le plastique est partout, dans notre cerveau, dans le sang, le placenta, il est partout. Donc il faut vraiment réduire cette production et arrêter aussi de culpabiliser le consommateur, parce que le consommateur, il fait aussi ce qu'il peut avec ce qu'il a et ce qu'on lui propose. Alors réduire la consommation de plastique, est-ce que vous êtes d'accord, la production, Luc Boinard? Parce que vous, c'est vrai que effectivement, dans les sommets, alors tout le monde veut gravir l'Everest, est-ce qu'on se dit qu'il faudrait donc moins de touristes? Parce que c'est toujours aussi un peu la question, c'est-à-dire qu'il y a peut-être trop de touristes, trop d'alpinistes. Est-ce que c'est ça aussi le problème? Alors probablement, oui, il y a une surenchère, évidemment, notamment sur un sommet comme l'Everest, où c'est le toit du monde, donc il y a énormément de gens qui veulent aller conquérir ce sommet. Cette année, c'était 500 permis de sommet qui ont été délivrés par le gouvernement népalais. La dichotomie du sujet, c'est que de l'autre côté, on a une économie qui vit grâce au tourisme, notamment au Népal, et le premier moteur économique du Népal, c'est le tourisme. Donc calibrer des réductions de tourisme au Népal, ça veut dire réduire les apports de devises et donc l'amélioration du niveau de vie des Népalais, qui est un pays extrêmement pauvre. Donc c'est compliqué. Et c'est compliqué. Par contre, je pense qu'il y a une éducation forte à faire sur la gestion des déchets, quels qu'ils soient. Alors, évidemment, les déchets plastiques. Vous parliez tout à l'heure des déchets qu'on retrouve plastiques un peu partout. On en retrouve des microplastiques dans les neiges éternelles au-dessus de 8400 mètres d'altitude. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ils sont bien partout. Ils redescendent après dans les torrents, dans les villages, et on les ingère. Vous l'avez souligné tout à l'heure, au titre d'une carte bleue par personne par semaine. Ils sont partout. Et d'ailleurs, juste une infographie que j'ai vue chez vous, donc des chiffres que vous donnez, 17 tonnes déversées dans les océans chaque minute. Alors, ça semble aberrant. Et 3800 espèces marines sont déjà impactées. Ce sont des chiffres que vous donnez sur votre site. Donc, vous rejoignez ce que vient de dire Luc Boinard. Tout à fait. Puis, on trouve des microplastiques à 11 000 km de fond dans la fosse des Mariannes. Donc, le plastique est partout. Voilà. On a produit trop de plastique. C'est un fléau. Et je pense que les pays qui se sont pourtant mis d'accord en mars 2022 pour sur ce traité mondial, sur le fait qu'il fallait agir de toute urgence pour juguler ce fléau, ne mesurent pas bien tous la menace que représente le plastique réellement pour la biodiversité, la santé humaine, l'environnement. Malgré les chiffres, malgré les images, malgré tout cela? Ça peut parfois être trop abstrait, je pense, peut-être. Et alors, c'est un vrai changement c'est un vrai changement de société. Il y a des enjeux financiers énormes à la clé. Donc c'est pour ça aussi que les pays sont pas... Et on a vu que certaines ONG demandaient aux industries des énergies fossiles de ne pas participer, parce qu'elles sont là. Là, il y a des négociations, elles participent comme elles ont participé aux différentes COP. Est-ce qu'il faut faire avec ou sans ? Alors c'est très compliqué, mais là vraiment il y avait 190 personnes représentant des lobbies du plastique et du secteur pétrochimique. Donc ça, non, ça peut pas, à un moment donné. On a des pays qui sont donc comme l'Arabie Saoudite ou la Chine, qui ont leur position à défendre. Chacun a voix au chapitre. Évidemment, c'est l'ensemble des Nations Unies. Ça pourrait changer d'avoir moins de lobbyistes ? Et ben justement, nous, les ONG, on a fait une demande pour que dans les prochaines négociations, il y en ait plus ou moins. Mais là, 190 personnes, on a quand même eu des histoires là d'espionnage de lobbyistes sur des ONG. Donc, ce sont des choses qui vont être rapportées au secrétariat de l'ONU. Mais voilà, vous espérez être entendu. Mais alors, plus de pollution plastique à l'horizon 2040, on peut y croire ou pas ? Parce que c'est quand même ce qui est au bout de ce traité international, ce qui joue aujourd'hui.
faut pas se leurrer. Le plastique qui est au fond des océans, on peut pas s'en occuper. On n'a pas les technologies pour aller s'en occuper. Et en plus, le plastique, quand il se décompose, il devient microplastique, nanoplastique. Il coule. Enfin, donc celui-là, on peut pas s'en occuper. Nous, ce qu'on fait chez The Sea Cleaners, et sur les zones sur lesquelles il faut se concentrer, c'est les zones côtières ou bien les sommets, les glaciers, parce que là, le plastique est encore en forte concentration et il a encore une valeur. Donc on peut le recycler, on peut en faire quelque chose. Alors que le plastique au fond des océans, on ne peut pas le récupérer. Et en fait, c'est avec des petites victoires comme ça qu'on peut y arriver. Justement, c'est des petites victoires comme Luc Boinard, ce que vous venez de faire. C'est vrai que c'est 4 tonnes, 1,6 tonnes de déchets plastiques, mais c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire qu'il faut recommencer à chaque fois et, comme vous l'avez dit, éduquer. Ouais, alors c'est effectivement une goutte d'eau dans l'océan, même si on est sur les hauts sommets, hein, c'est la goutte d'eau sur l'océan, mais c'est cette contribution de chacun, à mon avis, sur la planète qui permettra à terme de juguler cette prolifération du plastique. Effectivement, les microplastiques, c'est trop tard, ils sont désintégrés, ils sont déjà dans la nature, on ne pourra pas les traiter. Et traiter en amont, récupérer, retraiter ces fameux plastiques quand il est encore temps. Donc d'où l'intérêt, d'où l'importance de l'éducation des populations au Népal, des Sherpas, mais aussi des expéditions qui vont là-haut et qui devrait, à mon sens, avoir une obligation beaucoup plus soutenue, beaucoup plus ferme de la part du gouvernement népalais, avec des amendes à la clé, pour ramener les déchets qu'ils produisent. On sait très bien qu'un occidental qui va gravir un sommet de plus de 8000 mètres, globalement, c'est son poids en matière plastique qui génère ou en déchets. Donc on devrait avoir des trucs beaucoup plus stricts sur la surveillance et sur le retraitement des déchets produits lors de ces expéditions. On ne pourra pas interdire le développement commercial d'expéditions, on ne pourra pas interdire aux gens d'aller sur les sommets, ça c'est pas possible. Par contre, il faut éduquer, il faut prévenir, il faut anticiper et préparer ça. Alors justement, comment éduquer, comment prévenir? Juste un exemple pour revenir, on va retourner dans les océans, avec les filets de pêche. C'est un vrai problème, les filets de pêche en plastique qui ont remplacé des filets de pêche plus traditionnels. On voit qu'au Sénégal, il y a une législation, il y a vraiment une volonté d'en finir et pourtant ça dégénère parce que parfois certains pêcheurs ne sont pas d'accord, parce que c'est plus compliqué, parce que c'est moins cher le plastique. Comment on fait là pour éduquer, pour convaincre? Alors, il y a des industriels qui travaillent sur des filets de pêche biodégradables. Il y a aussi des sociétés qui travaillent sur des puces qu'on pourrait accrocher au filet de pêche. Donc, on est en transition. Donc, chacun aussi doit trouver la solution et s'emparer des solutions qui existent dans son pays. Mais en même temps, on n'a pas forcément les moyens non plus d'avoir autre chose qu'un filet de pêche en plastique. Donc, c'est quand même des décisions politiques et une volonté politique au niveau de chaque pays qui feront que chaque citoyen pourra faire sa part du colibri. Oui, Luc Boinard, j'imagine que vous êtes d'accord. Il faut que ça soit politique. Après, bon, effectivement, on peut l'enseigner en classe, mais il faut que ça soit... C'est l'économie aussi qui peut vous aider, qui peut aider à la lutte contre cette pollution. Oui, effectivement, le politique a son rôle à jouer. Si on prend l'exemple des vêtements techniques des alpinistes aujourd'hui qui produisent par des microparticules dans leur vie sur la planète, on pourrait imaginer reprendre les vêtements qu'avaient les conquérants de l'Everest, qui n'avaient pas des vêtements techniques tels qu'ils le sont aujourd'hui, qui étaient probablement moins polluants qu'aujourd'hui. Bon, ce serait un petit retour en arrière, mais il y a des alternatives, mais ça reste effectivement des micro-sujets. Et à l'échelle de la planète, ça va être long, la politique, mais je pense qu'on a tous notre partition à jouer. Ça, c'est pour moi une certitude. Élise Despnous, donc c'est la décroissance, parce que Luc Boinard, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, c'est la décroissance, c'est-à-dire revenir à des filets de pêche traditionnels, revenir à des équipements moins techniques, moins gourmands en plastique. Vous y croyez ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas tous appliquer les mêmes règles. Enfin, la réalité d'un pêcheur à Paimpol n'est pas la même qu'un pêcheur au Sénégal. Enfin, donc, chacun doit aussi s'adapter. Et encore une fois, ça dépend ce qu'on propose aussi aux populations. Alors, juste très brièvement, vous y croyez à ce traité international? Oui, j'y crois, absolument. Vous y croyez, Luc Boinard aussi? J'y crois, c'est important, il faut croire, il faut avancer sur tous les niveaux. Et le politique est nécessaire, enfin les traités internationaux sont nécessaires. On ne peut pas laisser chaque pays dans son coin faire sa petite œuvre tranquillement, il faut des règles communes. Très bien, on va voir ce qui va sortir de cette semaine de négociation. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce grand angle. Merci.